The scuttling at Toulon was a direct consequence of the debacle of the French army. The Führer, satisfied with his rapid victory, shared his intentions with Mussolini to occupy France at a minimum price and to handle the French army with care so that some of them wouldn't take up arms again. It all hung on the signing of the armistice at Rotonde on June the 22nd, 1940. General Hunziker and Admiral Leluc represented France. Exhausted after traveling for several days on ruined roads, they didn't want to yield on 3 points. France should be able to keep an army, retain the empire, and remain in control of its fleet. They still hoped they could negotiate with Hitler. Contrary to their expectations, no negotiation was possible at Rotonde. The armistice agreement imposed the division of the territory and drastic conditions on the French. Hunziker thought he'd saved the most important thing. France could keep its army and its powerful navy. Relieved, he made his report to Général Weygand, who had remained in Bordeaux. Allô, qui est à l'appareil? Général Weygand. Ah, Général Weygand. Oui, mon général, c'est qui j'ai? Mon général, c'est fait. Oui, mon général. C'est fait. The government congratulated themselves on having preserved the fleet. The armistice agreement specified that the Germans couldn't use the French ships. In return, they had to be disarmed and placed under German control. This much-coveted fleet was one of the finest in the country's history. It had been entirely rebuilt since the 1920s. On the eve of World War II, France's colonial power was at its peak, and the fleet played a key role in bringing the empire's far-flung territories closer to France. It put the country in 4th place worldwide, behind Britain, the United States, and Japan. It was the pride of the nation. Sous les couleurs qui flottèrent jadis sur le Vengeur, la flotte française réunit en 1939 tous les éléments d'une force navale qui compte parmi les plus puissantes du monde. Despite its splendor, the fleet wasn't able to prevent the debacle. Even though it fought well, it fought very little. Other than in Narvik alongside the British and during the bombing of Genoa in June 1940, the great French warships weren't sent into battle. And on board these ultra-modern ships, the organization and discipline remained traditional. Envoyez! Nous n'avions pas le droit de vote à l'époque. C'était défendu. On jurait de ne pas appartenir à une formation politique, quelle qu'elle soit. Moi j'ai fait les sonneries sur le Strasbourg avec le clairon, dans le poste où il y avait le haut-parleur pour annoncer beaucoup de choses à l'équipage, voilà. Le matin, à 6 heures, branle-bas. Et au clairon, hein? Cinq minutes après, la marche au clairon, je veux dire, tous les hamacs doivent être décrochés. 5 minutes après, à 6h10, on sonnait pour prendre le petit déjeuner, le café. Ça n'arrêtait pas le clairon du matin au soir. Et tous les bâtiments étaient pareils.
At the head of this fleet from 1937 was François Darlan. He was a radical socialist and agnostic, which was rare among the officers who tended to be conservative and Catholic. Il n'était pas aimé dans une grande partie de la marine parce que c'était un homme politique d'une part, ce qu'on apprécie relativement peu dans le milieu maritime, mais aussi parce qu'il avait ses équipes à lui. Alors on appartenait aux équipes de Darlan, et à ce moment-là on faisait carrière, où on n'y appartenait pas. Even before the armistice, Darlan promised Churchill that no French ship would be used against the British. Caught in a stranglehold between the promise made and the armistice, which put most of the fleet under German control, Darlan found a way out. He sent his officers secret instructions to scuttle the ships. He thought he'd found a way to save face, but he had actually triggered a time bomb. France kept an unoccupied zone protected by an army of 100,000 men. It held on to its empire and the means of communicating with it, its warships. For the French military, the war was over. For the British, it continued. Churchill, who no longer believed the French, decided to neutralize the ships within range before they went back to France. It was Operation Catapult. On July the 3rd, he gave an ultimatum to Admiral Jean Soult, who commanded the squadron of Mercel-Québir. Negotiations failed. The French ships were crushed under a hail of shells. Environ 15 jours plus tard, ou peut-être 3 semaines, tous les bâtiments de guerre, qui étaient à bord du fort à ce moment-là, on nous a amenés à Toulon, au port de Strasbourg, à un cinéma. Je crois que c'était le Casino, je crois, pour nous faire revoir le film de Mercel-Québir. On voyait vraiment l'obus qui éclatait, qui fait les digues. Et puis on a vu le Bretagne, quand il a reçu un pruneau. Il a reçu un bloc, je crois qu'il a frappé dans toute la munition. Là, le bateau, clac, il est disloqué. On a vu les marins nager dans le mazout. On a vu les marins qui ont essayé de partir à l'appareillage. Trop tard. Bam, frappé. The French felt betrayed, and Vichy exploited their anger. This footage, which is a reconstruction of the ultimatum, deliberately omits to point out that the British offered Admiral Jean Soult 3 possibilities: to scuttle the ships, fight alongside the British, or rally a neutral port. Jean Soult refused even this 3rd possibility. "1,300 French sailors perished in Mercel-Québir." Quelques jours plus tard, la marine conduit ses morts au champ de repos. Le long cortège funèbre précédé du clergé gagne le cimetière de Mercel-Québir. Les hommes, qu'ils soient amiraux, officiers ou marins, pleurent simplement les leurs. Nous nous souviendrons, dit devant les tombes fraîchement ouvertes, l'amiral Jean Soult. Le chef trouve les mots pour consoler les mères. Les matelots, eux, cherchent parmi les cercueils celui de leurs meilleurs camarades de combat. After such a tragedy, it became harder for the French soldiers, who were still undecided, to go to London, from where Général de Gaulle made his appeals. J'appelle tous les militaires français de terre, de mer et de l'air à venir s'y joindre. J'invite à s'y enrôler tous les jeunes gens et tous les hommes en âge de porter les armes. Ils doivent rejoindre immédiatement le territoire britannique. Vichy was concerned about the loyalty of officers in the colonies. Emissaries were sent to the 4 corners of the empire. In Dakar, the men suspected of sympathies with the British were replaced by men loyal to the Vichy regime. Warships arrived from Toulon to protect the colony. On September the 23rd, when Général de Gaulle came with a British squadron to the capital of French West Africa,
confrontation became inevitable. For the first time in this war, Frenchmen were fighting other Frenchmen. Le monde entier a été profondément indigné par l'agression ignoble commise par les Anglais sur Dakar. Cette agression, dirigée par l'ex-général de Gaulle, traître à la patrie, a échoué grâce à la résistance héroïque des troupes françaises. Après cet acte révoltant, nous recevons enfin le reportage filmé des combats qui ont été livrés. You had to pick sides. The government of Marshal Pétain was collaborating more and more closely with Germany. And in Vichy, sailors played a very important role. In 1941, Admiral Darlan was not only Vice President of the Council, but also Minister of Foreign Affairs, Minister of the Interior, and Minister of the Navy. The Vichy regime was known as the Society for the Protection of Admirals. Beaucoup d'amiraux, et les amiraux, la marine, effectivement, étaient très, très présente dans le régime de Vichy, notamment parce qu'elle n'avait pas, je dirais, perdu la guerre. The French sailors who fought at Mers-el-Kébir and Dakar proved that they were capable of confronting their former allies, and were rewarded by the Germans. The prisoners of war from the Navy were all released. Adolf Hitler agreed to suspend the armistice agreement. Key ships were assembled in Toulon and kept armed. This new unit was known as the Force of High Seas. The elite of the French Navy was brought together in the port, but like the rest of the Armistice Army, they didn't see active service. This served Hitler's interests, because meanwhile in the Atlantic, a battle was raging between German U-boats and British ships. J'étais réquisitionné à la Pyrotechnie de Toulon, et là il y avait des gendarmes maritimes qui nous gardaient. Et on nettoyait les douilles des obus. Et ils nous disaient, les gars, il faut s'engager. Les gars, il faut s'engager. Vous verrez les colonies. Vous pouvez partir en Afrique. Et c'est là que c'est venu que je me suis engagé. J'étais embarqué sur le Strasbourg comme simple marin. Et là, on nous a demandé qu'est-ce que vous vouliez faire, tout ça. J'ai dit, ben moi, ça m'est égal. Mais il y a des cours de canonnage. Alors, ils m'ont inscrit sur un cours de canonnage qui a duré à peu près 2 mois. Après, ils m'ont assigné à une pièce d'artillerie. Ils me disent, voilà, quand il y a le poste de combat, vous venez à cet endroit-là. Voilà. On board the ships, the sailors were given training without knowing who the real enemy was, the British, the Germans, or the Italians. They lived in anticipation of a confrontation which never came. On n'était plus en guerre. Ben nous, on n'était plus en guerre. On était en congé d'armistice. On n'était plus en guerre, on n'avait plus d'armée, plus rien. Eh oui, il n'y avait plus que la flotte à Toulon. Voilà. On jouait beaucoup aux cartes et on jouait des paquets de cigarettes. Et c'est là que j'ai perdu 800 cigarettes. Dès qu'on sortait à 5 milles au large, on avait droit à la liberté de cambuse. Ça veut dire la cambuse de tabac. Chaque bateau avait son orchestre et nous, notre orchestre, c'était que des instruments creux. Pourquoi? Parce qu'on mettait des paquets de cigarettes dedans.
à terre, on descendait et on allait chez le boulanger, la pâtisserie pour se payer un gâteau avec des cigarettes. Ouais, on faisait notre petit marché. Alors quand on était à quai, on avait la permission ou de la journée ou dans l'après-midi. On se revenait à Toulon, tout ce qu'on allait faire, on venait à Toulon, voilà. Nous étions fiers de notre tenue. Voilà. Voilà. On voyait des marins en ville qu'on ne voit plus aujourd'hui. Voilà. Ils avaient ouvert les cinémas. Ils avaient ouvert les cinémas à 10h du matin, jusqu'à 10h du soir. Et quand on allait au cinéma, on voyait que des pompons rouges. Il n'y avait pas de civils avec nous. Il n'y avait que des marins. Et en plus, il y avait le quartier réservé, que le quartier réservé n'existe plus maintenant. Vous savez ce que c'est, le quartier réservé? Le bordel. Il y avait ça, hein? Il y avait ça. Alors là, il y avait souvent des bagarres avec les chasseurs alpins. Il y a eu des bagarres. Alors donc, on patrouillait aussi, on faisait la patrouille le soir. On ramassait les ivrognes et on les amenait à la patache. In April 1942, Pierre Laval, who appealed more to the Germans, ousted Darlan from power. But Darlan remained commander-in-chief of the armed forces. The war was at a turning point. After days and nights of fighting, the Free French forces won their first big victory at Bir Hakeim. The Germans were in difficulty on the Eastern Front. They were stuck in Stalingrad. And on the other side of the Atlantic, the US joined the war. When the Americans decided to land in North Africa on November the 8th, 1942, they didn't know what the attitude of the French would be. President Roosevelt addressed them, hoping to rally them to his cause. Voyez-nous bien, nous ne voulons vous faire aucun mal. Nous vous assurons qu'une fois que la menace de l'Allemagne et de l'Italie soit bien éloignée de vous, nous quitterons votre territoire immédiatement. Quand on a appris le débarquement américain à Alger, ou l'avion en Algérie, on prend une tonne satisfait, nous étions heureux. On dit, ah, ça commence par là-bas, sûrement un jour ça va venir pour nous. On November the 8th, the Allies landed in Algiers, Oran and Casablanca. In Algiers, François Darlan happened to be present as he was with his son who was ill. The Americans put pressure on him. If they managed to persuade the commander-in-chief of Vichy's forces to come over to their side, the fighting would stop immediately. Darlan wanted to be sure that the landing was important enough to alter the course of the war. He also tried to gain the approval of Vichy's military leaders, who were just as wary of the Germans as of the British. They thought France should ally itself with the stronger side. Some thought that Germany still had the advantage, but General Weygand and Admiral Offon, Secretary of State for the Navy, favored the Allies. Offon even thought Marshal Pétain could change sides. He was in permanent contact with Admiral Darlan and wired him that he had Pétain's personal agreement. Offon was wrong, but Darlan clung on to the idea for several days. Amid these hesitations, the French troops received contradictory orders and stood up to the Americans. In the fighting, over 1,300 French and almost 500 Americans were killed. On November the 10th, Darlan finally sided with the Allies, but he didn't want to give up the asset of the fleet. He called on Admiral de Laborde to join him with the ships. Laborde sent word to Toulon, ordering that the ships be ready to set sail.
Nous avions fait le plein de mazout, fait le plein de vivres. Le bateau était prêt à appareiller. Tous les bateaux de l'escadre. On n'a jamais été privé de pétrole. Jamais. On a fait des ravitaillements à bloc, on était. Pour deux mois de mer. But Admiral de Laborde's plan was not to join the Allies. On the contrary, he wanted to show that he was loyal to the Germans and prepared to ward off a possible British attack. Alors Laborde, le comte Jean, était un personnage assez particulier, qui normalement aurait dû être à la retraite quand ça s'est passé, qui avait été très marqué par l'affaire de Merselkébir, et c'est une espèce de seigneur avec beaucoup d'autorité et qui, au fond, n'acceptait pas beaucoup la contestation. Et il était légaliste. Autrement dit, il y avait des responsables politiques à Vichy qui donnaient les ordres et lui les exécutait. Profoundly anti-British, Laborde was one of the most fervent Nazi collaborators. He even declared that he was prepared to fight alongside the Germans. He flatly refused to comply with Darlan's request. En 1942, les responsables politiques français, et en particulier beaucoup des militaires français et notamment des amiraux, eux, n'ont pas encore pris la mesure de ce qui était en train de se passer, alors que les Américains étaient entrés en guerre, que sur le front de l'Est, les Allemands rencontraient de grandes difficultés en Russie, que tout était en train de changer, et le 8 novembre aurait dû les éclairer. Überwachungsflug längs der Küste. Individual preferences were swept aside on November the 11th, 1942, the day the Germans crossed the demarcation line. Ein Grenadierbataillon auf dem Marsch durch Südfrankreich. Das Tagesziel dieses Verbandes ist Marseille. Hitler's troops invaded the south of France, meeting with no resistance whatsoever. French soldiers and airmen in the previously unoccupied zone left their camps and abandoned their weapons without destroying them. Thousands of vehicles, hundreds of cannons, and over 1,200 planes were seized by the occupying forces. The unoccupied zone and the French soldiers who protected it were no more. Vichy's army was over. The illusions of the armistice hung by a thread. And this thread was a tiny zone which still remained free, the town of Toulon. This exceptional zone was known as the entrenched camp. La flotte aurait pu sortir de Toulon dans les 24 heures ou 48 heures qui ont suivi l'invasion de la zone libre par les Allemands. S'il y avait eu la volonté de partir, ils auraient pu partir. Mais il n'y avait pas la volonté de partir. The entrenched camp was governed by Admiral Marquis. This fervent Pétainiste was in charge of the port as well as of the town. He imposed an authoritarian regime that the people of Toulon derisively called the Marquisate. L'amiral Marquis était le préfet maritime de Toulon, c'est-à-dire que lui, il n'était pas du tout responsable de la flotte, il était responsable de l'approvisionnement de la flotte, de la sécurité de la base et donc du corps tranché. Marquis, c'était le corps tranché. Marquis ordered a curfew and demanded that all the undesirable elements in town should be monitored and expelled. With the Germans at the gates of Toulon, the inevitable question was, should they stay or set sail? All that remained of Vichy's crushed dreams was the fleet isolated in the harbour. Marquis and Laborde thought that they could save their forces by giving Hitler their word of honour that they wouldn't fight against the Axis alliance. They swore to defend Toulon against the Anglo-Saxons and the French enemies of Marshal Pétain. But the revolt was growing on board the ships. Moi, je me suis trouvé au milieu des marins qui disaient aux officiers « On ne va pas rester là, mais dans les Allemands, ils ont franchi la ligne, ils vont venir, il vaut mieux qu'on parte, tout ça. » Beaucoup de gars qui disaient l'Algérie, parmi eux, il y avait beaucoup d'Alsaciens. Et les Alsaciens avaient peur que si jamais les Allemands venaient, qu'ils étaient enrôlés dans l'armée allemande. On s'est adressé à nos chefs respectifs pour dire « On veut partir, nous, pourquoi on attend? Qu'est-ce qu'on attend ?»
Alors, ils nous sont venus, ils ont consulté tous les officiers supérieurs, ils ont dit on ne peut pas partir. On est là, on attend, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Ils ont refusé de partir. Several rebellious sailors were imprisoned. On the Strasbourg to quell the revolt, Admiral de Laborde brought together the commanders of the ships and their deputies and ordered that they take a pledge of allegiance to him. Out of 19 officers, only one refused to pledge this oath. It was Captain Potiot. De Laborde immediately relieved him of his command. The others pledged an oath to Laborde with a text he'd written himself. He wanted to be able to depend on their obedience no matter what the orders were. Reassured by his subordinates' discipline, Count Jean issued precautionary scuttling instructions. It had been considered as a possible option since June 1940 by Darlan, but for the first time, it was actively being prepared. Sur tous les bateaux, il y avait une équipe de sabotage qui était prévue. Mais aussi, il y avait 6 bonshommes qui étaient chargés de poser les explosifs, de faire sauter le bateau, enfin de le faire couler, quoi. Hein. C'est dans la nuit qu'on nous a appelés, dans la nuit, ou à 9h du soir peut-être, pour aller faire les préparatifs du sabordage du bateau. Alors, naturellement, moi, je n'ai pas porté les gueuses parce que ça consistait à mettre des pétards sur la coque, des gaz par-dessus pour que la déflagration se fasse dans la mer, côté mer, en crevant la coque. Mais c'était fait proprement. C'est-à-dire qu'on voulait que le bateau coule droit. The submarine crews were unconvinced. On a discuté entre nous, on a délégué le quartier-maître-chef Henri, qui était le plus ancien des torpilleurs, et Gravier, qui était le plus jeune des matelots canonniers, en délégation auprès de l'Herminie, en disant que tout l'équipage, et sans exception, ne voulait pas se saborder et, au contraire, voulait continuer le combat. La réponse a été assez évasive, elle n'a pas été catégorique, elle a dit « Ne vous en faites pas, faites-moi confiance et obéissez ». Et à notre avis, dans sa tête, il avait déjà décidé de partir. From November the 15th, Hitler's forces were sufficiently strong in the previously unoccupied zone to be able to defend the whole Mediterranean coast. They were ready to stand up to an Allied landing. On November the 18th, the Germans demanded that the last French troops still remaining leave the entrenched camp in Toulon. Around the town, an increase in the German army's activities was observed. Despite that, Marquis and Laborde stuck to their guns. For them, the threat could only come from the sea, so all Toulon's defenses were aimed in that direction. On the evening of November the 26th, all was quiet. Le 26 novembre, au soir, j'étais de service. Et comme à d'habitude, on met les radeaux en place pour permettre le passage soi-disant d'une troupe. Et hop, à 9h, 10h, on va se coucher. But the first troops of the 7th Panzer and SS Division Das Reich were already on their way to Toulon. It was called Operation Lila. At Olioul security post, Officer Lebert heard the noise of armored vehicles. It was 4 o'clock. They belonged to the 7th Panzer Division coming from the west. Lebert tried to raise the alarm. Seeing that the lines were down, he decided to send a police motorcyclist. At the same time, the SS Division Das Reich arrived from the east, passing the post at La Valette, 6 kilometers from the town.
4:25, Officer Letiec arrived at Porte Castignou and announced that the Germans were coming. Réveillez-vous! Je viens de la Valette, les Allemands sont à la Valette, les Boches sont là! Ah, je t'assure, j'en viens! Les lignes sont coupées, je les ai vus, ils sont à la Valette! The guard didn't believe him and asked him to go back to double-check the information. But the two divisions were approaching. Les Allemands, avant d'envahir l'arsenal, avaient pris possession de tous les forts qui dominaient Toulon. Donc, toutes les batteries anti-aériennes, enfin, etc., c'était déjà occupé par les Allemands. At 4:30, the Germans arrived at Fort-la-Malgue, where Admiral Marquis had set up his headquarters as Maritime Chief of Police. Admiral Robin, Marquis' right-hand man, was woken by the noise and tried to warn the fleet. Allô, l'amiral Robin en ligne. Il faut réveiller l'amiral Laborde. Dépêchez-vous. Les Allemands arrivent. Admiral de Laborde couldn't believe it and called Robin to ask for confirmation. Allô, ici de Laborde, c'est vous, Robin? Oui, je vous apprends que les Allemands sont au port de Toulon. He never reached him, as the Germans were taking possession of Fort-la-Malgue. They arrested Robin before he could confirm the alert. Laborde, after much hesitation, finally sounded action stations on all the ships. The Germans also took control of the skies. Vers 5 heures, on entend des ronronnements de bruit d'avion. Oh! Et on pensait que c'était un avion qui ne faisait que passer, survoler Toulon. Ah non! C'était des avions qui lançaient des bombes éclairantes. Et ça, à l'intérieur du bâtiment où j'étais, c'était comme en plein jour. Avant 5 heures, la nuit était claire, quoi. C'était bon, on ne s'imaginait pas. Puis on a entendu des coups de feu, puis on a vu des fusées, et puis il y en a eu de plus en plus. Et puis comme je vous dis, on respirait à peine. On cherchait l'air frais. Adolf Hitler sent a diplomat to Châteldon, where Pierre Laval lived. He was told to wait till 4:30 sharp before waking Laval and handing him a letter, announcing that, contrary to his promises, the Führer had given the order to seize the fleet. Laval, who knew of the secret scuttling orders, rushed to Vichy to stop the catastrophe going ahead. He wanted to stay on good terms with the Germans. It was Admiral Leluc, who had accompanied Hunziker to Rotonde, who passed on his orders. But the communications officer didn't know who he was speaking to. Leluc transmitted Laval's order to avoid any incident and stated that this supersedes all orders received previously. The officer didn't believe him, and Leluc had to give his code name Maurice Athanase, 1 meter 88. Despite identifying himself, he still wasn't believed. Laval's orders were repeated. Avoid any incident. He insisted, stop everything as soon as possible. Don't destroy any equipment and don't shoot. By now, the Germans had taken over the police port authority, and this order never reached Admiral de Laborde.
In any case, it was too late. It was 5:30, and Admiral de Laborde had already given the order to scuttle the ships. At the last moment, naval discipline won. On a été affolés, les micros qu'on parlait. Sabordage, sabordage, évacuer, évacuer, sabordage, évacuer. Et puis ça a commencé à péter de tous les côtés. Il y avait les casseurs. Alors les casseurs, eux, cassaient les roues. Si les Allemands auraient monté à bord, ils auraient fermé les vannes, le bateau ne pourrait pas couler. Je suis descendu à la machine et j'étais prêt, j'avais mon chalumeau à la main et j'étais prêt à donner des coups de chalumeau dans les dents du réducteur. Une chose abominable. Mais... On a ordonné, nous, le noyage des soutes, parce qu'il y avait beaucoup de munitions et de poudre dans les soutes. Il y avait simplement appuyé sur un bouton et le bateau s'est enfoncé tout doucement. Les coups n'arrêtaient pas de pam, 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 poum, poum, pam, poum. Ça a duré pendant 3 jours, là. Jour et nuit, sans arrêt. Et avec, comme le temps était couvert ce jour-là, il fallait voir la fumée, parce que les bateaux qui prenaient feu, il y avait du mazout aussi qui prenait feu également. C'était impossible. Et puis on a vu arriver des panzers qui venaient dans la porte principale et qui roulaient à allure assez forte et qui, quand ils sont arrivés devant le retour, ont marqué un arrêt. At 5:45, the Germans reached Mule Wharf, where the Strasbourg and the fleet's biggest ships were. C'est là qu'on a commencé à tirer un peu, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque le bateau, tous les bateaux sautaient, se sabordaient, hein, et ça a été fini la bataille. In Le Mourillon harbour, 4 submarines, the Casabianca, the Marsouin, the Iris, and the Glorieux, didn't obey the scuttling instructions and decided to leave the harbour. Un sous-marin, c'est comme une voiture. Vous appuyez sur le starter, ça démarre. On n'a pas besoin de chauffer avant. Quand nous avons quitté le quai, les Allemands nous tiraient dessus au fusil mitrailleur, à la mitraillette. Ils étaient à 30 mètres de nous. On les a vus, ils étaient là. C'est nous qui nous sommes présentés les premiers à la passe de Saint-Mandrier, fermés par des filets, manœuvrés par un remorqueur qui, lui, n'a pas voulu nous ouvrir parce qu'il n'y avait pas d'ordre supérieur. Belay, le commandant en second, est allé tout à fait à la trave, à l'avant, a touché le remorqueur en disant « les ordres supérieurs, moi là, je vous les donne ». Et nous, on est passé juste ce qu'il nous fallait pour passer, et on a plongé. Alors, on entendait les orins de mine qui grattaient la coque. On s'attendait à ce que ça pète d'une seconde à l'autre, quoi. Et on a réussi. The Germans took control of the dockyard. On va arriver, la porte qui s'ouvre, 2 Allemands. Le casque enfoncé jusqu'au front, mitraillette en joue. Ils avaient au moins 2 bandes de mitraillettes. Les grenades, français, haut les mains. Toujours les bras en l'air. Il dit Raoust. Le dernier, il fait l'entrée, il dit Raoust, Raoust, viens dehors. On a pris ce qu'on pouvait. Et il y avait déjà des soldats qui étaient sur le quai, des soldats et qui essayaient de grimper. Mais ils n'ont pas monté, ils n'ont pas pu monter encore. C'est nous qui avons descendu, nous sommes descendus, les marins
qui était là avec des valides, avec toutes sortes de trucs. On a pu descendre et à mesure, il nous faisait aligner contre un mur. Je me suis retrouvé avec un camarade dans l'arsenal. On entendait le bruit des explosions de tous les bateaux qui sautaient. Et on ne bougeait pas, on était là qu'on attendait la fin de tout ce remue-ménage qu'il y a eu là. Hein. On voyait les bateaux en passant, on voyait les bateaux qui étaient coulés à moitié, les pavillons qui touchaient l'eau, ça vous crève le cœur. Ils nous ont encadrés pour aller sortir à la porte Castigno. À la porte Castigno, j'ai pu donner un brouillon de papier à une personne qui se trouvait là et qui a fait parvenir à mes parents que j'étais en bonne santé et qu'il restait de moi que le ruban du vautour. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout le monde se pose la question. Les Allemands nous ont ramenés au dépôt, qu'est-ce qu'on va faire de nous? C'est là qu'on a su, par les officiers qui étaient dans le dépôt, qu'on allait être mis en permission, en congé, dans nos foyers. The only crews to escape the Germans were those of the 4 submarines. Yet the Iris and Glorieux headed for Spanish ports as their commanders still believed in the idea of neutrality and refused to join the Allies. Only the Marsouin and the Casabianca went to Algiers to continue the fight. On est conscient que nous avons désobéi. On a désobéi non pas qu'à de la Borde, mais on a désobéi à Pétain, à Laval, enfin à tout le gouvernement. Donc nous étions des rebelles. The Casabianca then took part in the Allied landing in Corsica. Captain L'Herminier, although he was sick, remained on board until the island was liberated. This hero, decorated on his hospital bed by Général de Gaulle, created a legend for himself, which for years overshadowed the other protagonists of the scuttling, those who obeyed orders. On peut refuser d'exécuter un ordre qui soit contraire aux lois de la guerre, qui soit contraire aux droits de l'homme. La première chose que vous pouvez faire, c'est vous démettre. Dire, écoutez, moi, ça, je ne le ferai pas. Bon. Après, la décision de désobéir, et désobéir, ça suppose, pour les chefs militaires, que vous soyez en mesure d'imposer votre décision à ceux qui sont sous vos ordres pour leur faire prendre une décision différente. Bon, ça, c'est chaque fois, c'est un cas d'espèce, mais à ce moment-là, vous sortez de cette relation, je dirais, légale entre le pouvoir politique et la responsabilité militaire, et à ce moment-là, eh bien, c'est l'histoire qui juge si vous avez eu raison ou tort. The day after November the 27th, the Allies hailed the scuttling as a heroic act, and Général de Gaulle praised the Toulon sailors' actions. Au moment où nos navires allaient être saisis par l'ennemi, le réflexe national a joué dans les âmes des équipages et des états-majors. La France a entendu le canon de Toulon. In actual fact, de Gaulle was furious at losing the fleet. In his memoirs, he said he was overcome with anger and sorrow at this tragedy. After the war, the admirals were judged very severely by the High Court. Admiral de la Borde was sentenced to death in 1947. At his trial, he declared, "I was only ever pro-France." Admiral Aufont was sentenced to forced labor for life. Admiral Leluc and Admiral Marquis were sentenced to 2 and 5 years in prison.
All these officers were later granted amnesty. François Darlan was assassinated in Algiers in December 1942, leaving the coast clear for Général de Gaulle. De Gaulle was joined by several former officers of the Armistice Army. Jean de Lattre de Tassigny became a French resistance fighter, whereas until 1942 he'd been a general in Vichy's army. The Vichy sailors lost their ships, and despite their efforts, they were excluded from the Great Liberation Saga. For the Navy, the scuttling of the fleet became a taboo subject. But what really sank with the fleet in Toulon Harbour was the mad dream of Vichy and the impossible neutrality of its army in a world at war. Ça m'a fait un frisson. J'ai senti un frisson en moi. Je dis, mais on ne va pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à 20 ans? On exécutait des ordres. C'est tout. Ne cherchez pas à comprendre. On nous dit de faire ça, on faisait ça. C'était bien ou c'était pas bien. Voilà. Puis le bateau a une âme. Moi, j'étais resté que 5 ans sur le bateau. Ben, j'aimais mon bateau. Et je ne voulais pas le saborder. Ça me dégonfle un peu de vous raconter parce que quelquefois c'est un poids de dire tu as fait des choses abominables. Je n'ai pas fait, je n'ai rien fait d'abominable moi, puisque ce que je devais faire, je ne l'ai pas fait. On a pleuré. Eh oui. Parce qu'on n'a pas vu. Mais nous, même à l'intérieur, on entendait les explosions. Et je vous dis, il y avait quand même 85 bateaux qui ont explosé à Toulon. Alors ça faisait du bruit. Hein. Et bien, à ce moment-là, on a chialé comme des gosses. Eh oui.